Bonsoir, merci beaucoup. Effectivement, on a beaucoup de chance d'être au Grand Rex. Et j'ai peur qu'on prenne de mauvaises habitudes et que finalement, on en fasse notre studio pour l'afterwork. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans ce format inédit avec des talents mais incroyables, comme souvent d'ailleurs dans cet afterwork. Alors, je vais vous les présenter. Il y a Loubna qui est avec nous, la fondatrice, la cofondatrice de Meet My Mama. On a Oriane aussi qui a fait une start-up exceptionnelle, toute jeune. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu plein de jeunes femmes être récompensées ce soir. Donc oui, on y arrive. Il y a de plus en plus d'entrepreneuses qui font du bien. Donc je disais, Oriane qui est fondatrice de Smart Vrac. Alors on parle beaucoup du vrac, il y a énormément de start-up autour du vrac. Mais là, on s'attaque au contenant. On va voir ça avec Oriane. On a quand même un peu d'hommes avec nous sur ce plateau puisque Romain est avec nous. Il a cofondé avec une femme un start-up studio. Donc tu nous expliqueras ce que c'est, qui s'appelle Nemo. Et on a la chance d'avoir en Zoom Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France, qui soutient toutes ces startups engagées et grâce à qui elles peuvent voir le jour et se développer. Et Antoine Cyr, reconnu de manière internationale, monsieur engagement, directeur de l'engagement d'entreprise chez BNP Paribas, que j'ai eu la chance de rencontrer lors des jurys de la France s'engage, puisque BNP Paribas soutient depuis le début, c'est un acteur et un partenaire historique de la France s'engage. Et on parlait de start-up engagées il y a 7 ans, c'était encore le tout début. On verra ça avec vous à la fin de cet afterwork. Mais déjà, on va demander à Loubna, en plus qu'il y a une annonce à nous faire en exclusivité, parce qu'on ne vient pas au Grand Rex comme ça. Hein. Explique-nous ce qu'est Meet My Mama et surtout comment tu as eu l'idée avec tes cofondateurs. Bonjour. Alors Meet My Mama, c'est une structure qui permet à des mamas, des femmes qui sont talentueuses, qui sont passionnées de cuisine, de pouvoir vivre de leur talent. Donc on les forme à travers la Mama Academy, qui est une école de formation qui les forme à être chef, à être entrepreneur et à tout un tas d'autres compétences dont elles auraient besoin pour s'épanouir. Et une fois qu'elles sont formées, ces mamas, on leur offre des opportunités économiques. C'est ça qui est très important, c'est que ces femmes, elles puissent en vivre à la fin. Et donc on a créé une entreprise qui s'appelle Meet My Mama, qui collabore avec pas mal d'entreprises, dont BNP qui est un de nos gros clients, qui nous commande très régulièrement des prestations traiteurs sous forme de petits déjeuners, cocktails, banquets, etc. Mais vous êtes renouvelé parce que forcément, au départ, quand qu'on crée un modèle pour l'événementiel et que la crise du Covid arrive, tout de suite on se repense et vous avez été super réactif. C'est ça. Alors l'événementiel, c'était merveilleux. On a fait des événements au Grand Palais, au Petit Palais, au Château de Versailles, etc. Et on a été arrêté d'un coup par le Covid, donc on s'est renouvelé. On a lancé plusieurs activités. Déjà, on a continué la formation, ça c'est très important, même à distance. On a créé une opération de solidarité qui s'appelle les Mamas Solidaires, ou les Mamas Cuisine pour les plus démunis. Et surtout, en termes business, on a lancé donc des ateliers culinaires à distance pour nos entreprises clientes et pour les particuliers. Donc on a développé toute une gamme de plats qui vont être proposés soit à la livraison, soit donc pour la grosse exclusivité chez Monop. Attention, roulement de tambour, on pourrait faire ça. Donc en exclusivité, ce que tu m'as dit, le communiqué de presse n'est même pas sorti. Oui, c'est la première à avoir l'info. Donc on sort demain. Demain, on fait notre grande inauguration chez Monop. Donc les mamas sont hyper fières parce qu'elles vont pouvoir proposer leurs plats dans une grande enseigne, bien sûr avec du fait maison, du frais et fait avec amour. Et alors, comment tu as eu l'idée d'un seul coup de demander à des mamas de faire la cuisine? C'est parce que, est-ce qu'autour de toi, il y avait des mamas en puissance? C'est ça. En fait, on a grandi, Denia, Youssef et moi, avec ces femmes. Et nous, on les a toujours trouvées hyper inspirantes, talentueuses. Et on s'est toujours dit, mais pourquoi elles ne vivent pas de leur passion? Et en fait, on a remarqué qu'elles avaient tout un tas de freins. La barrière de la langue, le manque de confiance en soi, le manque de financement, le manque de réseau, énormément de freins. Et donc, on s'est dit, on va lever ces freins. Et on va aussi, grâce à ces femmes, révolutionner l'industrie agroalimentaire pour la rendre plus inclusive, plus durable, plus responsable. Et donc aujourd'hui, tu me disais, voilà, c'est 200 mamas en France, vous recrutez régulièrement. C'est quoi les conditions pour adhérer à Meet My Mama? Il faut tout simplement être passionné, c'est vraiment ça, et avoir les valeurs de la communauté Meet My Mama. Ensuite, s'il manque des formations, on les apporte. S'il manque du réseau, on l'apporte. Enfin, l'important, c'est d'être passionné et de vouloir transmettre les valeurs de la communauté Meet My Mama. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire changer? Qu'est-ce que vous faites changer dans la mentalité en apportant à ces femmes la possibilité tout simplement de travailler et de gagner leur vie?
Alors, on change des choses chez ces femmes déjà, puisqu'elles prennent confiance en elles. Pour la première fois, elles font une activité pour elles qui les valorise. Et donc, ça change tout déjà en termes de confiance en soi. Ensuite, ça change tout dans le foyer familial, puisque les enfants sont inspirés finalement par leur mère. Et ça donne des jeunes filles qui, derrière, elles aussi, ont envie de se lancer. Ça donne aussi un poids à la femme qui, du coup, apporte un revenu au foyer. Elle rayonne aussi dans son entourage, dans sa communauté. Et chez nos consommateurs, ça inspire aussi énormément, puisque l'idée, c'est de promouvoir du vivre ensemble, de la diversité culinaire, et aussi de promouvoir le bien manger, le mieux manger, et de lutter contre l'industrialisation de la food. Merci beaucoup, Luna. Et tu disais une chose fondamentale quand on préparait cet afterwork. Tu disais qu'il y a des femmes battues qui ont pu se sortir de leurs conditions et pouvoir gagner leur indépendance et élever leurs enfants en ayant un métier. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et bravo en tout cas à ce que vous faites. Donc, plus on achètera des plats au Monop, ailleurs, Meet My Mama, plus ce sera de femmes que vous engagerez et à qui on donnera un vrai statut. C'est ça, c'est un moyen d'avoir un impact social et environnemental en se régalant. Alors, on va rester dans le domaine de la food avec Oriane. Oriane qui a gagné un prix. Alors, moi, je ne savais pas que ça existait. Lauriane est lauréat du concours européen d'invention pour le vrac. Mais ça, c'était, je savais même pas. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait un concours européen. Bravo, jeune lauréate, 26 ans. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plein de startups autour du vrac. Tous les jours, on m'écrit, on dit voilà, nous, on révolutionne le vrac. Mais s'il y en a une qui est en train de le révolutionner, c'est bien toi, Oriane. Qu'est-ce que tu as créé? Comment tu as eu l'idée de faire ça? Alors, très très longue histoire, je vais essayer de faire assez court, mais je pense que ça m'est venu à un moment où je me questionnais pas mal sur ma façon de consommer, il y a à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'était pas encore au centre de toutes les discussions à cette époque-là, la consommation responsable, mais je commençais déjà à me poser des questions. On va dire que c'est venu du fait que je détestais faire mes courses au quotidien, et plus je commençais à me poser des questions sur la façon de... Mets bien ton micro. Pardon. Sur la façon justement de faire mes courses, plus j'ai commencé à justement à détester ça et à me dire mais c'est super prise de tête, je sais plus quoi privilégier, si c'est la provenance du produit, si c'est la composition, l'emballage. J'essayais toujours de vérifier que l'emballage allait être recyclé, etc. Et je me suis dit mais en fait il faudrait simplifier tout ça et en fait mettre à disposition finalement une offre dans laquelle on se poserait moins de questions. Et je me suis dit en fait il faudrait démocratiser la vente en vrac, qui permettrait en fait de plus poser de questions sur l'emballage, s'il sera recyclé ou pas, et puis de revenir aussi à une alimentation peut-être plus saine, plus brute, moins transformée. Mais tu as surtout développé un contenant pour ça, parce que tu es diplômée d'une école de commerce, et pas la plus petite, diplômée de l'ESSEC. Mais j'ai dit, mais alors, en école de commerce, on vous apprend à créer des prototypes. Je dis non, parce que j'ai aussi une formation d'ingénieur. Donc c'est là aussi, c'est de la combinaison de ces deux expériences qui t'a permis de créer. Tu as d'abord fait une boîte chez toi. Comment ça s'est passé le développement du prototype? Parce qu'aujourd'hui, et tu vas nous l'expliquer, mais tous ceux qui se connectent sur Smart Vrac découvrent que c'est un contenant qui va servir au consommateur puisqu'il sait exactement quel poids, quel est le prix de ce qu'il est en train d'acheter. Et surtout pour les magasins, les grandes surfaces, de simplifier la distribution en vrac. Donc comment tu as eu cette idée? Tu l'as dessinée, tu l'as créée? Alors oui, c'est vrai que je pense que du coup mon côté ingénieur, c'est un peu ça qui m'a poussé à imaginer justement une solution à base de technologie qui permettrait de simplifier à la fois toute l'expérience commerçante mais aussi du coup l'expérience consommateur que nous, pour tout le monde. En fait, bon, alors effectivement, je me suis réorientée plus tard en école de commerce et donc oui, donc je vais pas dire que je suis une fausse ingénieure, mais disons, j'avais pas forcément les compétences suffisantes pour développer ce que j'imaginais et je suis partie en quête d'associés techniques et c'est comme ça en fait que ensemble on a réussi à créer. En fait, c'est en l'occurrence mon premier associé était en train de monter ce projet, mais avec uniquement sa vision technique. Moi, je l'avais plus maturé d'un point de vue business, et justement, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment, et ça a permis donc d'aller très très vite. Et en quelques mois, de fabriquer un premier prototype qu'on a pu déjà mettre en test chez Franprix. Et voilà, donc c'est allé assez vite à partir de ce moment-là.
Et donc aujourd'hui, tu me disais, finalement, c'est les clients qui viennent à nous, on n'a même pas le temps de les démarcher, parce que vous êtes les seuls à faire ça, avoir développé un tel outil. On n'est pas les seuls, mais disons qu'on est les meilleurs. Voilà, les meilleurs, c'est ça. Je n'osais pas le dire. Non, on est peut-être, je dirais, les plus avancés peut-être sur le sujet, en France en tout cas. Et donc effectivement, on est démarché par de nombreuses enseignes, mais aussi des industriels. Et on ne s'attendait pas forcément à ça, mais c'est souvent, ça vient souvent de marques qu'on connaît, de produits alimentaires. Je sais pas encore trop ce que j'ai le droit de citer ou pas, donc dans le doute. Mais bref, effectivement, donc on est assez surpris de voir que ça vient beaucoup des industriels. Et en fait, du coup, c'est génial parce que effectivement, là, on n'a pas du tout à aller les chercher. C'est eux qui viennent à nous. Donc, quand on parlait de transformer l'essai, puisque c'est la thématique de cet afterwork, vous le transformez tous les jours, puisque c'est les clients qui viennent directement et il y a un bouche à oreille. Est-ce que vous avez eu les retours des consommateurs? Est-ce que c'est beaucoup plus simple? Est-ce que vous avez sondé autour de vous? Mais justement, cette histoire de transformer l'essai, aujourd'hui, j'ai conscience qu'il fallait que je mette à dispo une solution vraiment extrêmement pratique qui justement leur donne envie de venir à nous, de nous solliciter. Pendant longtemps, en fait, justement, j'ai un peu erré dans ce projet en sachant pas trop par où commencer. Et en fait, je me suis dit, OK, il faut quelque chose bien en phase, bien ancré dans la réalité, qui s'inscrit dans quelque chose qui justement répondent à un vrai besoin. Et c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, enfin, c'est le cas. Mais bon, ça a pris du temps. Il y a eu pas mal... de toute façon, on le voit, ça prend toujours du temps à se développer. Mais il y a une vraie motivation, une vraie volonté derrière. En tout cas, on va suivre avec attention SmartVrac. Et ça me permet de me retourner vers Romain. Parce que Romain, qui est cofondateur, déjà on va expliquer, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une startup studio. Est-ce que tu aurais soutenu ces deux jeunes filles? Puisque c'est ça un peu. Alors absolument. On va expliquer le concept de Nemo, mais... Oui, on va revenir un instant sur le concept. Donc Nemo, donc c'est Woman à l'envers. C'est un startup studio en fait qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin et en particulier dans les territoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on co-crée, on coproduit avec des femmes qui ont effectivement du talent, qui ont des idées. On les aide à co-construire leur business. Et pour ça, on apporte plusieurs choses. On apporte naturellement le financement, puisqu'il faut évidemment de l'argent, on ne fonctionne pas sans argent, mais pas que. On apporte l'accès au réseau, on apporte aussi notre expertise, notre expérience en matière de positionnement produit, en matière de go-to-market. Bref, on donne un accompagnement qui permet en fait de maximiser les chances de succès. Parfois, ces jeunes femmes sont capables, elles, on crée avec des associés toutes seules, hors de ce type de structure. Mais très souvent, vous avez beaucoup de femmes qui n'osent pas, qui n'y arrivent pas, qui ne sont pas forcément aidées, qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas fait les bonnes écoles, qui viennent pas des bons territoires, donc qui s'auto-censurent en quelque sorte. Et vous pouvez peut-être leur faire gagner du temps aussi. Alors, il y a nous, aussi on leur fait gagner du temps et au-delà de ça, on leur permet de maximiser leur réussite. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le facteur temps est fondamental, mais c'est pas que. C'est-à-dire qu'on sait que beaucoup de startups échouent. Il y a environ, en fonction des stats, on le sait, il n'y a que 10% environ des startups qui survivent. Dans le cas d'un startup studio, parce qu'on a des méthodes, moi je suis associé d'un des premiers startup studios en France, on est capable d'appliquer des méthodes. Il y a quand même des méthodes. Il y a une méthodologie, si j'ose dire, qui permet de faire fonctionner mieux et plus vite. Et donc la différence avec un fonds d'investissement ou un incubateur? Un fonds d'investissement, tout dépend du niveau de maturité, du niveau d'intervention du fonds d'investissement. Mais par rapport à un incubateur, typiquement, nous, on arrive très en amont, c'est-à-dire au moment de l'idéation, ce qu'on appelle l'idéation, donc antécréation en quelque sorte, où là, on part souvent d'une idée, d'un insight, on remarque quelque chose, on a envie de transformer ça en idée de business, mais on ne sait pas exactement comment faire, et on a besoin aussi d'être entouré, parce que très souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes, du reste, sont isolés. Très souvent, c'est des personnes, on est isolé, on peut être isolé, même, on peut être un ovni parfois dans sa propre famille. On se dit, mais tu vas te lancer, mais attention, il y a des risques, il y a des risques, il y a des risques. Donc nous, on est là aussi pour aider, pour un peu, en fait, libérer en quelque sorte l'énergie créative. Et la jeunesse, c'est important aussi de donner la jeunesse de ce projet, c'est-à-dire que moi, avant, j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé pour des boîtes de tech, des grosses boîtes de tech, et notamment sur des programmes de formation aux outils digitaux. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des femmes, très souvent, s'autocensurent, c'est-à-dire qu'il y a un vrai niveau d'autocensure. Dès qu'on parle de technologie,
vous avez beaucoup de femmes qui disent « Ah ben non, moi j'ai pas fait d'études d'ingénieur, je saurais pas le faire, j'étais pas bonne en maths à l'école, donc forcément, le type d'entreprise que je vais créer, et même l'énergie créative, je ne l'ai pas parce que je pense que je vais pas y arriver dans un monde où aujourd'hui tout est très... Alors que les hommes n'ont pas ce problème. Exactement, c'est ça qui est étonnant. C'est assez paradoxal du reste, puisqu'on sait que les femmes, enfin les jeunes filles sont meilleures à l'école que les hommes, on le sait, jusqu'à un certain niveau, mais après, pour des raisons, j'ai pas forcément les raisons, mais en tout cas, ça se retourne. Vous avez la solution. C'est déjà pas mal. Voilà, on a une forme de solution qui est donc vraiment et qui se distingue des incubateurs dans la mesure où on fera a priori moins de volume, en tout cas, qu'un incubateur, et on sera surtout beaucoup plus en amont dans la création et au moment justement de l'idée, transformer l'idée en action. Voilà. Merci Romain. Alors je vais demander à Nicolas Dufour de réagir justement à ces 3 entrepreneurs et entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes un investisseur indispensable de la Startup Nation? Bonjour à tous. Écoutez, ce que ça m'inspire d'abord, c'est que je sens le bon degré d'énergie, ce qui est évidemment tout à fait fondamental. Je trouve que chez les 3 entrepreneurs, il y a, comment dirais-je, une manière très limpide d'aller droit au but. Et ça, c'est bien. Je trouve que physiquement, même la manière dont ils expriment leur projet est en accélération. Et donc, il y a cette espèce de vibration qui est absolument fondamentale. Trop souvent, je trouve que encore maintenant, et pourtant les années passant, on fait de considérables progrès, mais le poids de l'éducation reste là. Certains entrepreneurs ont encore une timidité. Bon, là, je la vois pas. Et ça me fait très plaisir. Et alors, comment peuvent-ils transformer l'essai, puisqu'on le disait, il y a 10% des startups qui continueront à exister dans les années à venir. Quels conseils vous pouvez leur donner justement pour transformer l'essai et continuer et devenir des grands? Écoutez, ça c'est le chemin de la vie. Je ne veux pas non plus, c'est pas du tout le cas des 3 qui sont là, mais recommander à certains qui peuvent nous écouter aujourd'hui de persévérer à mort dans des business models qui en fait ne vont pas permettre de passer à l'échelle. Il faut savoir pivoter ou il faut savoir même arrêter. Autrement dit, les 90% de start-upers qui n'ont pas construit leur start-up et qui sont devenus autre chose ne sont pas dans une logique d'échec. Ils ont fait un choix rationnel qui est que leur idée ne fonctionnait pas. En revanche, quand vous sentez que ça fonctionne, quand vous avez une intuition extrêmement puissante et tripale du fait que même en pivotant un peu, vous êtes sur la bonne voie, à ce moment-là, il ne faut plus s'arrêter. Il ne faut pas dormir, tout simplement. Il faut accélérer l'accélération à tout point de vue. Startup Studio, je pense que c'est fondamental, absolument fondamental. Alors c'est particulièrement important dans le monde de la deep tech où vous avez des scientifiques qui ont besoin d'être conjugués et mariés d'une certaine manière avec des gestionnaires, de manière à ce que l'équipe soit beaucoup plus complémentaire. Mais d'une manière générale, et c'est ce que BPI France fait de plus en plus, puisqu'on est devenu une grande société de conseil, maintenant vous savez, on a créé 60 écoles. Les gens le savent peu, mais on a 60 écoles partout en France pour les entrepreneurs, patronnes de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, de start-up. On est totalement convaincus que le capital financier sans capital humain, ça ne marche plus. Donc les start-upers, on est là pour les accompagner, les faire accompagner dans un écosystème de conseil, de start-up studio que nous essayons de créer un peu partout en France, d'accompagnateurs, de coachs, tout ça est absolument fondamental. Donc j'encourage Nemo. Et est-ce que vous investissez dans des start-up studios, vous créez vos propres start-up studios? Alors, on n'a pas créé nos propres start-up studios, on investit dans des start-up studios. On a pour ce faire un fonds qui s'appelle French Tech Accélération, RTA, qui est un fonds qui nous est confié en gestion sur des ressources qui sont du programme des investissements d'avenir. Et alors, quels sont les critères? C'est nous qui les avons créés, en propre. D'accord. Et quels sont les critères pour faire partie de la team BPI? Souvent, aujourd'hui, quand on a une idée, quand on a un peu de réseau, un peu plus de réseau, qu'on n'a pas besoin d'un start-up studio et qu'on veut fonder sa start-up, le premier acteur vers qui on se tourne souvent, c'est BPI France. Donc, vous avez forcément des critères, on en parlait, puisque Oriane a postulé, Lumnam disait que aussi. Donc, tout de suite, on se tourne vers BPI France comme un soutien. Est-ce que vous avez forcément des critères
pour donner justement à ceux qui nous regardent, quels sont les critères fondamentaux, parce que même si, on l'a vu, hein, les jeunes entrepreneurs ont une vraie volonté d'impact positif, qu'il soit environnemental ou sociétal, ça ne suffit pas pour réussir. Donc vous, quels sont vos critères ? Alors, en premier temps, quand vous créez votre start-up, je vous recommande de faire le parcours de la création. Donc, vous allez sur le site BPI France Création, qui va vous indiquer tout ce qu'il faut faire pour créer sa boîte, déjà en une journée ou 2 journées. Hein. Ensuite, vous allez aller chercher peut-être un premier prêt d'honneur sur des prêts à taux zéro dans un des réseaux français d'accompagnement à la création d'entreprise. Puis ensuite, vous allez venir nous voir dans l'une de nos 50 directions régionales où vous avez des chargés d'affaires qui sont là pour vous recevoir. Et là, vous engagez un dialogue business. Et qu'est-ce que fait le chargé d'affaires avec vous ? En fait, il va mesurer des choses assez simples. Hein. D'abord, il va mesurer ce que je viens de faire là, c'est-à-dire votre énergie, hein, votre détermination. Ensuite, il va voir si vous avez ou pas un tableur Excel dans la tête. C'est quand même très important. Hein. S'il sent que ce n'est pas le cas, déjà, bon. Et puis, il va porter un jugement sur le bon sens, tout simplement, de votre projet, sachant que vous avez en face de vous quelqu'un qui passe ses journées, sa vie, depuis des années, à rencontrer des gens comme vous. Donc, il a une expérience de deal flow, j'ai envie de dire, extra 360 degrés. Hein, et une grosse expérience accumulée. Donc, il y a du jugement et de l'instinct, et puis voilà, alors ça marche ou ça marche pas. Mais la passion quand même, on sent que le fait d'être passionné, d'être convaincu par son projet, c'est quelque chose de fondamental, en tout cas qui vous parle quand vous avez écouté ces 3 entrepreneurs s'exprimer. La dimension vibratoire, elle est toujours importante dans la vie. Alors, donc il faut que ça soit vibratoire, convaincant, charismatique, et il faut vraiment montrer, encore une fois, que le truc a été pensé et qu'on s'est compté. Hein, voilà. À la vérité, chaque année, on attribue comme ça des premières années d'innovation, des petites avances remboursables ou des prêts à taux zéro à 6000 entreprises. Hein. Donc, le taux de couverture est quand même extrêmement large. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bravo pour tout ce que vous faites pour les entrepreneurs parce qu'ils en ont besoin. Bravo pour vos initiatives. Et je vais tout de suite me tourner vers Antoine Cyr pour avoir déjà une première réaction par rapport à tout ce que vous avez entendu ce soir. Je crois que c'est l'illustration du fait qu'on est entré dans un âge différent des startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des projets d'entreprise qui veulent changer à la fois peut-être un peu plus la vie des gens, qui sont aussi ancrés dans la vie des gens. L'observation de Meet My Mama, l'observation sur la façon de faire ses courses, l'observation sur l'importance de ramener davantage de femmes dans l'entrepreneuriat, tout simplement en leur permettant d'exprimer leurs qualités. Tout ça, ça part d'observations qui sont autre chose que des insights marketing, qui sont des choses qui ont beaucoup plus de profondeur, qui ont beaucoup plus d'ancrage dans la société et donc la nature du projet est totalement différente. Moi, je crois qu'il y a eu, de façon très simple, hein, c'est très schématique ce que je vais dire, mais d'une certaine manière, il y a eu 3 âges dans les startups. D'abord, il y a la startup façon Silicon Valley qui quand même transforme la relation entre les gens, abat les frontières, enfin crée des interactions complètement inédites. Et il faut bien reconnaître que dans les années 90, 2000, il y a quand même énormément de choses qui arrivent par les startups et qui vont jouer un rôle très important en profondeur dans le changement de la société. Et puis après, il y a un épisode que moi j'appelle un peu la Startup Nation s'ennuie, qui est l'époque où en fait dans les concours de startup, on voit arriver des gens très intelligents, mais les insights, le truc qui est à l'origine, ça peut être une idée marketing, une idée de ciblage, ça peut être des choses qui, en termes de business, font tout à fait du sens, mais qui, comme disait tout à l'heure Nicolas Dufour, ne font pas forcément énormément vibrer, quoi. Alors, parfois, le personnage qui les porte peut être très vibratoire quand même, mais très franchement, d'un
seul coup, le mouvement des startups, en tout cas dans son sens vis-à-vis de la société, perd à ce moment-là un peu de son ampleur. C'est propre à la France ou pour non, vous c'est un constat international? C'est pas propre à la France, mais je dirais que dans les concours de start-up français d'il y a 5-6 ans, c'était quand même assez visible. Et d'un seul coup, on a quelque chose qui fait complètement basculer l'ensemble, qui est effectivement l'arrivée de l'impact positif. Alors ça, nous, on l'observe, puisqu'effectivement, chez BNP Paribas, on a à la fois créé des pôles innovation qui, dans toute la France, accompagnent les startups, et puis quelques temps après, on a créé un mouvement qui est représenté aussi par des spécialistes dans toute la France, qui s'appelle Act for Impact, et qui aide les entreprises à impact et les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Et très souvent, ces deux personnages, parce que souvent il y a deux leaders évidemment, ces deux personnages dans une de nos entités locales sont, en tout cas quand ils ne sont pas confinés, ils sont dans le même bureau. Et en fait, très souvent, ils se sont retrouvés à coacher les mêmes entrepreneurs. Parce que en fait, l'innovateur et l'entrepreneur à impact, c'était le même. Et donc ça, c'est une transformation. Enfin, on ne pouvait pas rêver mieux d'une certaine manière. Et alors, comment aujourd'hui on va transformer l'essai? Quand on a préparé cet afterwork, on m'a dit, mais cet essai pourra être valable que si on peut mesurer cet impact. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas le mesurer complètement. En tout cas, il n'y a pas de normes. Alors, je pense que le passage, disons, à la vitesse supérieure de l'économie à impact, il va effectivement passer par le fait qu'on va pouvoir mieux compter là aussi ce qu'on fait. Parce que ce qu'on est en train de faire, d'une certaine manière, c'est de réinventer la comptabilité. C'est-à-dire que toute révolution industrielle arrive avec ses métriques. Et en ce moment, on est en train de faire la révolution de l'impact. Donc, en gros, on est en train de changer nos critères de décision. On est en train d'introduire des critères de décision écologiques, des critères de décision sociaux dans les décisions que l'on prend. Et donc, si on veut avoir des critères, il faut qu'on ait des métriques qui soient des métriques extrêmement solides. Et donc, on a été habitué à avoir des métriques fondées sur la comptabilité financière, je dirais, depuis les Grecs. Et là, depuis quelques années, il faut qu'on introduise quelque chose qui va nous demander de collecter les informations, d'avoir des normes, de construire des référentiels qui sont complètement différents. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, regardez ce qui se passe pour l'alimentation. Tout le monde parle beaucoup de l'appli Yuka, qui est une appli qui a du succès, etc. Et tout le monde rêve un peu de faire le Yuka, par exemple, de l'impact sur la société, de l'impact social, de l'impact écologique. Certains essayent, d'ailleurs, il y a des applications qui commencent. Oui, mais le problème, c'est que le Yuka, il s'appuie sur quelque chose d'assez rigoureux qui s'appelle le Nutri-Score et qui est une norme qui s'applique et qui repose sur des références scientifiques extrêmement solides et surtout partagées parce qu'elles ont été imposées par le régulateur. Et donc, il faut qu'on arrive sur les impacts les plus importants, en tout cas l'impact sur le climat, l'impact sur la biodiversité, l'impact social. Il faut qu'on arrive sur ces impacts-là aussi à construire petit à petit des référentiels et des normes qui seront partagées par tout le monde et qui permettront à chacun de définir son action de manière assez rigoureuse, partagée et comparable. Et plus on va avoir ça, et plus pour une start-up, le fait d'introduire son impact, vous voyez, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des gens qui travaillent dans le cinéma et ils m'ont dit, nous, on a une solution pour le cinéma qui, en plus, enfin, ils ont cette intuition, elle génère un gain en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Bon, et je leur dis, c'est vachement bien votre truc, mais est-ce que vous savez le quantifier? Alors là, ils me disent, ouais, enfin peut-être, etc. Je leur dis, écoutez, le plus gros effort que vous pourrez arriver à le quantifier, et plus cette dimension climatique deviendra un élément important de votre cas et pourra être un élément qui justifiera l'arrivée d'investisseurs. Parce que les investisseurs savent qu'à un moment donné, faire baisser l'empreinte carbone du cinéma, ce sera un sujet. Ça ne nous empêchera pas de vouloir voir des bons films, mais ce sera un sujet. Merci Antoine Cyr. J'espère que l'année prochaine, au même endroit, on aura peut-être la possibilité de mesurer. Tout va tellement vite, en tout cas on le souhaite, et que vous pourrez venir nous présenter cette nouvelle norme ici.
Tout à fait. On travaille par exemple sur des sujets biodiversité qui sont très avancés et j'espère bien que l'année prochaine, je pourrai vous présenter des choses. On espère d'ailleurs pouvoir vous les présenter en direct du Grand Rex avec un public. En tout cas, on était ravis d'être ici pour cet afterwork. Merci Loubna, merci Oriane, merci Romain. Franchement, bravo et bravo pour votre enthousiasme. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'afterwork avec BPI et la Tribune. Merci beaucoup.